Comment tu vas? Super, et toi? Mais ça va très bien. Si je te dis flex, ça t'inspire quoi? Je sais pas, ça m'inspire un art. Un art, ok. L'art de créer du lien, par exemple. L'art de créer du lien? Moi ça me parle. Allez, créons du lien ce soir, générique. Je ne laisserai pas gâcher ta vie avec ce type. Il a 50 ans, t'en as 14 à peine. De très grands artistes ont vécu des passions avec des filles de mon âge. Et c'était leur maîtresse et c'était leur muse. T'es seule maintenant. Et tu me fais de la peine. Pourquoi tu pleures? Bah Kim, bonsoir. Bonsoir. Merci. Bah non, merci à vous. Donc, on t'a découvert dans le film de Vanessa Philo, Le Consentement, qui a été adapté du livre de Vanessa Springora, Le Consentement. J'aimerais savoir le moment où tu as su que tu allais jouer le rôle de Vanessa Springora. Ce moment-là où tu t'es dit, est-ce qu'il y a une responsabilité à avoir? Ouais, un fort sentiment de vertige quand même. Enfin, cette chose-là où tu te dis, ok, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis à la hauteur du scénario? Est-ce que je suis à la hauteur de ce que je vais porter? Est-ce que, si j'ai pas vécu la même chose, est-ce que je pourrais retranscrire ces mêmes émotions-là? Est-ce que t'es légitime? Ouais, est-ce que t'es légitime, quoi? C'est qu'il y a ce truc où cette histoire et Vanessa Springora, ces deux choses, elles sont tellement plus grandes que toi et ta petite personne, et que en fait, soudainement, tu passes au-dessus de toi et tu te mets au service d'eux. Que soudainement, il y a tout qui disparaît et qu'il n'y a plus que ce pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais. Et ce que ça représente de le faire aussi, quoi. En tout cas, je pense que c'est ce genre de film qui commence à faire changer les gens, les mentalités, en tout cas en France, mais on commence peut-être possiblement petit à petit à bouger. Est-ce que tu sens que tu as ce message que c'est pas juste un film? Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais pour mille et une raisons différentes. C'est pas juste un film parce que c'est une œuvre de prévention. C'est pas juste un film parce qu'on renvoie à un message qui est majeur, qui concerne tout le monde. C'est une histoire en fait qui continue d'exister, la pédophilie est partout. C'est qu'en fait, je dois répondre à des choses où j'ai toujours l'impression de pas m'être assez renseignée ou de pas m'être assez... Pourtant, j'ai vraiment lu énormément de livres là-dessus. En fait, depuis la sortie du Consentement, j'ai lu Triste Tigre, j'ai lu La Famille Grande, en fait, j'ai essayé, en tout cas, de me nourrir le plus possible d'œuvres qui pouvaient me porter et m'élever un peu sur ce sujet-là, qui me touchait déjà beaucoup avant, mais qui maintenant est devenu un vrai combat, moi, dans ma vie personnelle. S'il y avait un moment sur le tournage, ou en tout cas dans sa globalité sur le consentement, sur le film, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? En fait, à un moment du film, Vanessa Springora va faire un peu transgression de ce que Gabriel Matzneff lui a dit ou pas dit de faire, et donc elle va pénétrer son appartement quand il n'est pas là pour lire ses livres qui lui étaient interdits. En fait, elle se retrouve dans cette situation-là où soudainement tout ce en quoi elle croyait s'effondre. Vanessa est venue me voir et m'a dit je te laisse faire ce que tu veux, on va laisser rouler la caméra et tu fais, quoi. Et tu fais ce que tu veux. Et ça, en fait, sur un tournage, ça arrive pas. Donc il s'est passé juste quelque chose de fou où Vanessa buvait, puis elle allait s'embrasser dans le miroir, elle s'effondrait en larmes par terre, puis elle éclatait de rire. Enfin, c'est devenu un truc complètement fou. Et en fait, ils se sont rendus compte sur le combo qu'il y avait un décompte et il y avait écrit 18 secondes, 17, 16. Et Vanessa me dit « Cours, tu cours sur le lit, tu t'accroupis, tu te mets en boule, tu te recroquevilles. » Et en fait, parce que la caméra allait s'éteindre, c'était une expérience folle. Ok. T'étais comment jeune? Jeune? À quel âge? Petite. Petite. Depuis quand tu te vois triste? J'ai écrit une lettre quand j'avais 4 ans. En fait, mon père est venu me voir, merveilleux comme il est, en me donnant une feuille, une enveloppe et un stylo. Et il m'a dit, tu t'écris une lettre pour plus tard. Je crois qu'il l'a perdue.
qui est moins ouf. Mais je sais que c'est bien là. ça commençait vachement bien, je voulais pas tellement lui dire. beau. Surtout c'est Il l'a génial. gardé et je l'ai bientôt. Non mais et je sais qu'à l'intérieur j'ai dit tu as intérêt à être chanteuse et comédienne de comédie musicale. Je crois que ça c'était un peu mon truc. Et puis ok, ça va paraître un petit peu dépressif et tout, ce qui n'est pas le cas du tout. Mais j'ai toujours eu ce besoin d'être un peu à côté de moi. En fait, je trouvais ça beaucoup plus agréable de se regarder faire quelque chose plutôt que de le faire vraiment. Faire mes devoirs, pour moi, c'était une tannée absolue d'être assise en face d'un exercice et de devoir écrire sur une feuille. Donc, je jouais à l'élève dans une classe qui est nouvelle et qui essaye de se faire des amis. Et les amis qu'elle veut sont ultra bons en maths. Donc, il faut vraiment qu'elle réussisse cet putain d'exercice. Et comme ça, tu faisais tes devoirs? Et je faisais mes devoirs comme ça. En revanche, ils m'ont toujours dit tu seras pas comédienne avant ta majorité, moi je te le dis. Tu te passeras pas un seul casting avant, tu feras des cours de théâtre si tu veux, mais tu passes ton bac, tu bosses, pour pouvoir te débrouiller derrière, en fait. Je vais allumer les bougies. Ça, on va quand même le dire un peu. On a eu une petite pause on a fait une petite pause, c'est notre pub à nous. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas allumé les bougies. Et je crois que Kim Higelin a absolument envie. Et Par plaisir. c'est encore mieux que ce soit elle qui le fasse. Mais oui, c'est symbolique en plus. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle allume comme flamme? La flamme de l'espoir. Bon, allez, c'est trop cucu là, ça va. Tu m'as lâché là. Tu m'as perdu. Ok, t'es arrivé jusqu'à ton bac. Tu as fait les choses bien, comme ce que voulaient les parents. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, j'ai déménagé. J'ai pris un petit appart. J'ai bossé dans 2 restos. À 18 ans, direct. Ouais, je faisais mon école de théâtre à côté. Ok. Et la C'est où? Alors, moi, j'ai fait Blanche Salon. Quand j'avais 13 ans. Je me suis rappelé de ça, j'ai débloqué un souvenir il y a pas longtemps. Et j'ai fondu en larmes, en fait, en me rappelant que ma maman faisait du théâtre chez Blanche. Et on n'avait pas d'argent. Et en fait, elle avait prépayé une année pour elle. Et elle a vu que j'aimais tellement ça qu'elle m'a donné son année. Et maintenant, je suis comédienne. Et ça, je lui dois vraiment beaucoup pour ça. Après, je suis allée à l'école de l'acteur parce que en fait, j'ai quitté Blanche pour pouvoir passer mon bac de théâtre. Et au bac de théâtre, on avait fait une représentation au théâtre de la Bastille. Du coup, je dis à tout le monde que j'ai joué au théâtre de la Bastille. J'ai fait une soirée. Et en fait, dans le public, il y a mon ancienne prof de théâtre de chez Blanche et Sophie Acriche qui vient me voir et qui me dit viens, on fait une école, quoi. Et elle monte l'école de l'acteur par Sophie Acriche. Je suis dedans, je suis élève là-bas pendant 2 ans. Je suis aussi community manager, je suis son assistante. Et voilà, et puis après j'ai tout plaqué. J'ai fait un burn-out total. J'ai appelé mon taf, j'ai dit je ne reviens pas. J'ai appelé mon école, j'ai dit je reviens pas. Et j'ai pris un billet d'avion que je ne pouvais pas me permettre de payer. Et je suis partie toute seule à Malaga pendant une semaine. Vous allez à Malaga? Vous êtes parti à Malaga? Je vais à Malaga, Tu vas à c'est Malaga. la ville préférée de mes parents. C'est vrai? Bisous, vive Malaga, c'est génial Malaga ou pas? C'est merveilleux, Grosse Malaga. dédicace à Malaga. C'est merveilleux, Malaga. Vraiment. Moi, je trouve. Il y a tout à Ce qui est Malaga. merveilleux, c'est le nom Malaga. Ça te fait. Moi, je voyage déjà. Bah, non, mais moi, on me c'est dit bon, Malaga, c'est bon. putain, je suis bien là. C'est ça qui est. Putain. Et donc, t'es parti à Malaga? Et je suis partie à Malaga. Mais j'ai craqué, quoi. J'ai vraiment... Et le lendemain... Et comme ça, toute seule, mais Ouais, c'est ouais. quoi ton plan? C'est vivre là-bas? C'est travailler Non, là-bas? je craque. J'ai vraiment fait un burn-out, je crois. Mais un truc... Non, mais j'ai tout plaqué, quoi. J'ai appelé mes parents, j'ai dit je me casse. J'étais là, genre... tu pars réaction à ça, toute seule en avion, alors que t'es terrifiée de l'avion, t'es terrifiée de tout, t'es terrifiée de la vie. Qu'est-ce que tu... Et je suis partie à 18 ans, et je suis partie 1 semaine. Et là-bas, je suis dans ma chambre de petite auberge, machin. Et je reçois un coup de fil de mon agent qui me dit t'as le rôle dans Plan B. Et d'un coup, je suis comédienne. Du coup, je suis complètement rentrée à Paris. En fait, mon burn-out n'était pas nécessaire. Si j'avais attendu 4 jours, en fait, j'étais très, très heureuse. Je me suis endettée pour rien. J'en avais besoin, en fait. Et je pense que c'est pas mal une erreur, en fait, ça. J'ai utilisé mon métier de comédienne pour manger. Donc, au lieu de faire des projets qui me faisaient profondément envie, je faisais des choses parce que j'avais besoin de bouffer. Parce que j'avais plus d'argent, parce que tu fais un guest par-ci, un épisode par-là, de petits trucs un peu télé, un peu machin.
Mais ce qui est formidable, c'est que les gens avec qui j'ai bossé ont toujours été d'une gentillesse folle. Et puis ça t'apprend beaucoup, en fait, quoi qu'il arrive. Un plateau de tournage, ça t'apprend l'efficacité, ça t'apprend comment tu te positionnes par rapport à une caméra, la lumière, les marques. Donc je regrette Ça pas t'habitue du à tout, hein, mais... Donc c'est pas une erreur au final. En fait. C'est pas une erreur, mais je sais pas si je le referais. Je sais pas si je dirais ça comme conseil à quelqu'un qui veut faire du ciné. Je sais pas si je lui dirais, mais fais des extras si t'as besoin de bouffer, va faire une série que t'aimes pas. C'est dommage de faire ce métier pour le faire. Je trouve ça beau de le faire parce que ça nous porte et que ça nous fera vraiment vibrer. Enfin, je trouve ça un peu... Mais dans le consentement, du coup, il y a eu plan B, mais j'aimerais... tu te souviens du premier jour où t'as proposé le casting du consentement Ouais. J'étais en train de dîner avec mon ancien agent et moi je lui expliquais que je pensais que j'allais arrêter, en fait. J'étais très très triste à cette période-là parce que je faisais pas ce que j'avais envie de faire dans ce métier et que je commençais à comprendre l'idée du songe, en fait, l'idée que le métier de comédien, ça peut être merveilleux, tout comme ça peut vraiment rester un fantasme toute ta vie, que t'as une chance sur je ne sais pas combien pour faire un beau film et un grand film dans lequel tu es bien et dans lequel tu te sens toi bien aussi. Et j'ai envie de faire du cinéma. Ça n'a vraiment le ça cinéma, veut plus rien quoi. dire. C'est ça que tu veux dire, le cinéma. Un film de cinéma. Ouais. Et je commençais à me rendre compte que c'était juste un caprice d'enfant. En fait, je suis dans beaucoup de remises en question en me disant c'est un métier où tu peux vite tomber dans un ego trip total et te trouver merveilleux. Du coup, je suis pas mal en ce moment en train de re-questionner l'idée que j'ai de moi-même. Donc c'est vrai que quand je parle de cette période-là, ouais, c'était un vrai désir, mais en même temps, est-ce que c'était pas aussi un peu un caprice, quoi. Il a duré combien de temps à peu près le casting, en tout cas du moment où t'as appris le casting 3-4 semaines. Ah ouais, donc ça a été assez rapide, en termes de... Pour les... Après, je saurais pas vous dire quand est-ce que j'étais profondément validée. Parce que j'ai passé l'essai, on m'a appelé en me disant il y a 99% de chances pour que ce soit toi. Pour moi, là, j'avais le rôle. Mais en fait, derrière, j'ai bu un café avec la réalisatrice. Et moi, je savais pas si j'étais prise ou pas. Et après, on a refait un essai pendant toute une journée où j'ai dû apprendre 3 ou 4 scènes du film. On a répété toute la journée, filmé avec un autre comédien. Et je savais pas. Et en fait, on m'a envoyé une version totale du scénario quelques jours après. Et là, j'ai su que c'était vraiment moi. Mais donc, oui, ça a pris un peu de temps quand même pour que ce soit sûr. Et toi, justement, à partir de quand tu t'es dit je suis une artiste ou... Mais je pense que t'as encore du mal maintenant à te dire je suis une artiste. Carrément. La légitimité, c'est quelque chose. C'est ouf, hein. Effectivement, là, présentement, tu es prénominée au César de la révélation féminine. Est-ce que même là, à ce moment-là, tu t'es dit... Oh, là, j'ai full pleuré, hein. J'ai pleuré. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, je suis comédienne. J'ai eu ce truc-là. Puis en plus, c'était un moment hyper fort parce que je suis partie en Estonie, parce que il y avait le festival de Tallinn et j'ai eu le prix de la meilleure actrice là-bas. Ce qui me paraissait complètement fou parce que c'était même pas meilleur espoir. C'était vraiment le mot actrice, ce qui déjà pour moi a été monumental. Donc j'ai beaucoup pleuré déjà. Et puis je suis dans l'avion retour et on atterrit, je rallume mon téléphone et je vois l'Académie des Césars vous a identifié dans une publication. Putain. C'est pas vrai, tu l'as pris comme ça ? Ouais, en atterrissant. C'est incroyable. C'était dingue. Je veux cette vie. Mais non, c'est même pas cette vie-là, c'est que c'est dingue. C'était dingue. C'est pas un truc formel où on t'appelle, on dit bon madame... J'étais à côté de Vanessa Philo, enfin ça aurait pas pu être mieux. Enfin si tu veux, t'es dans l'avion, puis je venais de faire un malaise dans l'avion parce que je suis terrifiée de l'avion. Elle est dessus comme ça. J'étais comme ça avec des glaçons et tout machin, et puis on atterrit, je fais ok c'est bon, c'est fini ce calvaire machin. Puis je rallume mon téléphone et je dis à Vanessa, Vanessa, et je me mets à pleurer, mais pleurer et tout. Puis Vanessa a hurlé dans l'avion évidemment parce que c'est Vanessa. Elle dit, allez non merci ça. C'était magnifique. Et ensuite vous m'imaginez moi devant ma valise qui fait 30 fois le tour du baggage claim parce que je suis vraiment au téléphone avec toute ma famille, mais ridicule. C'était un moment tellement flottant. Mon mec a mis 2 heures à me récupérer quoi. J'étais comme ça. Parce que c'est tellement haut, enfin c'est tellement grand et les filles avec qui je suis prénommée, enfin je suis tellement en admiration, mais vraiment, mais profonde pour certaines, enfin pour toutes évidemment, mais il y a certaines d'entre elles que je suis. Le prénom de l'actrice qui est à tes côtés où tu dis putain, là, genre je suis à côté d'elle quoi.
Enfin, en tout cas. Dans le sens déçu? Non, non, non. Là, c'est. Non, là, je cherche. J'ai eu peur. Non, dans le sens où, putain, la fierté, je suis. À côté de cette À personne-là. côté de Il y en a plein. C'est vrai? Ah, il y en a vraiment plein. Il y en a vraiment plein. Héloïse Janjot, dans Sage-Femme, est d'une grâce monstrueuse. Rebecca Marder a la plus belle carrière possible. Elle est exceptionnelle. Céleste Brinquel est merveilleuse. Oh! Vraiment. Parce qu'il était au lycée avec C'est Jack vrai. Moody. Ouais, énormément, bravo Céleste pour ce que tu fais, Non, tu es mais incroyable. Elle est incroyable. Enfin, je la trouve vraiment incroyable. Daphné Patakia, si elle a pas le César cette année, je crame le cinéma français. Elle est exceptionnelle. Je sais pas si vous avez vu Sur la branche, mais j'ai jamais vu ça. J'en parle à tout le monde. Je la trouve vraiment bouleversante. Mais il y en a plein. Enfin, toutes celles que je cite pas alors que je les pense. Enfin, il y en a vraiment vraiment plein. Elles sont toutes vraiment douées. De toutes celles que t'as dit, Ouais. il y a quelque chose que je trouve incroyable chez eux, c'est leur voix. Chez elles, pardon, c'est leur voix. La voix de... Enfin, chaque voix est unique. Elles ont des voix incroyables. Ouais. Toi aussi, t'as une voix qui est phénoménale. Mais ma voix n'est pas la même dans le film. Dans le consentement, Mais vraiment, j'ai pas voulu le croire. Que Oui. t'avais 23 ans à ce moment-là? J'avais 22? 20 ans casting, 21 ans tournage, donc 22 à la sortie du film. Mais pour moi c'était pas faisable. Je comprenais même pas comment c'était possible. Non, c'est vrai sur le fait du côté juvénile, en fait, tellement... Incroyable, vraiment. C'était un présent chez grand challenge, ça fait très peur parce que En tout cas, j'ai cherché à créer une voix différente et une démarche différente et un différent porté, un regard qui était autre, et pas de maquillage. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, en grandissant, tu prends tellement conscience de ce qu'il y a autour de toi que tu ne les constates plus. Et en fait, il fallait que je retrouve ce sentiment, au contraire, de découverte permanente et de curiosité. Mais même de toi-même, c'est-à-dire que tu te regardes et t'as un âge où tu bouges et où tu changes et où tout ce qui t'arrive va avoir un impact non seulement émotionnel, moral, mais aussi physique sur qui tu es. Parce que l'adolescence est une période tellement fragile que, en fait, l'influence est constante. Et du coup, j'ai essayé de retravailler ce que c'est que de se découvrir dans un miroir. Maintenant, aujourd'hui, je me réveille le matin, j'aime me voir. Oui, j'ai la même gueule qu'hier. Et là, au contraire, c'était d'accord. Donc là, je suis à un âge où pour la première fois, on m'a regardée. Donc pour la première fois, j'existe. Donc pourquoi il m'a regardée, à quoi je ressemble. Et donc c'est soudainement cet autre regard que tu te portes à toi où t'es en découverte de qui t'es. Comment tu la vois la suite, là De ma vie. C'est horrible, hein, la suite de la vie. Mais oui, non, mais comment tu la vois, la suite de ta vie, effectivement J'ai écouté Alexandre Astier, pour qui j'ai une admiration sans limite. Pour l'absurde, d'ailleurs. Voilà, mais parce que c'est pour moi le mec le plus intelligent du monde. Et moi, tout ce qu'il dit, je l'applique. C'est vraiment pas très compliqué. Mes enfants, je les éduquerai comme il a dit qu'il fallait faire, et c'est tout. Enfin bon. Et Alexandre Astier a dit un truc super, qui est très Alexandre Astier. Il a dit, moi, je travaille plus avec des connards. Et il a dit, je travaille plus avec des connards, moi j'ai envie de travailler avec des gens avec qui je pourrais les bouffer derrière. Et ça, c'est un peu ma phrase de 2024, où je crois que j'ai cette envie profonde de travailler avec des gens avec qui je partage profondément, artistiquement, les mêmes désirs, les mêmes envies, les mêmes valeurs. Et on peut se dire que c'est très exigeant, mais en fait ça l'est pas, parce qu'en fait il y en a beaucoup qui aiment profondément le métier qu'ils font, et je crois que j'ai ce désir-là. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes, à ta génération, à la génération même d'avant, d'après? Je pense qu'il faut échapper à tout prix à ce sentiment de satisfaction que t'as quand on t'apporte un café, par exemple. Quand t'arrives sur un tournage et qu'on te dit t'as pas trop froid, t'as pas trop chaud, tu veux un café, tu veux un croissant, est-ce que t'es sûr que ça va, est-ce que tu veux un taxi, est-ce que tu veux... C'est un précipice après, sinon. Après, du coup, tu te complais dans le fait d'être en retard, de pas connaître ton texte, d'arriver aux auditions un peu sûr de toi, d'arriver... et en fait, rester humble, c'est hyper dur parce que tout est fait pour que tu le sois plus jamais de toute ta vie, parce qu'on se souvient à tous tes besoins, t'es payé plus que tu devrais l'être, t'es accompagné, on vient te chercher, on te demande si t'es pas trop fatigué, si tu veux faire une sieste, on peut t'ouvrir une chambre, il faut faire juste un tout petit peu gaffe
autant qu'on t'accorde et autant que tu accordes aux autres. Il faut pas se complaire là-dedans. Et c'est hyper dur de pas se complaire là-dedans. Mais oui, on essaie de faire croire que ta vie vaut plus que celle d'un autre, vu qu'on te voit à l'écran. C'est ça, mais parce qu'on te le dit surtout. Et ce que je comprends et ce que j'entends, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est dors. C'est Laetitia qui m'a dit ça. Elle m'a dit dors entre les prises. Elle a raison, c'est dans le sens où quand je suis fatiguée, je perds un peu mon texte et puis ça se voit. Et en fait, ouais, malgré tout, faut s'économiser, mais il faut aussi économiser le temps des autres et il faut pas se complaire dans le fait que qu'on prend soin de toi et qu'on t'aime et qu'on te. C'est un piège absolu. Carrément, non mais... Carrément. Non mais ce qui me fait chier, c'est qu'on est obligé d'arrêter là. Mais ça m'énerve, mais on a un petit cadeau. On t'avait demandé qu'est-ce qui t'inspirait, quelles étaient tes inspirations. Tu nous avais cité 3 choses. C'était le lauréat. Ouais, carrément. C'était les 12 hommes en colère. C'était aussi la série Friends. Et donc, Friends, ça m'a l'air de la toucher. C'est parfait. Attention, attention. Et oui, C'est pas vrai. un petit Trivial Pursuit pour pouvoir jouer avec Tanguy et la maman. Et j'espère qu'il est à jour. Non, alors, non, je vais être quand même assez jaloux, même pour tout le respect que je porte envers Tanguy, mais ça se joue à 2. Non, parce que si tu joues, C'est un Trivial Pursuit, ça se joue j'ai à envie de 10. venir aussi, hein. Et on se fait une bouffe, hein. Moi, je suis un mec bien. Il va perdre. C'est vrai, oui, il aime pas, lui, il est pas à jour. Ah, il est à fond, mais je suis il est trop radicalement meilleure dans Friends à tous les niveaux. Tu vois, là, voilà. Là, pas humble du tout. Oui, là. Mais je peux Ça ne va, pas ça l'être. va. Parce que je suis brillante en Friends. Je connais tout. Je connais chaque... À la sortie brillante, hein, quand même. Merci Hein. tellement. Je vais l'éclater. En tout cas, merci beaucoup. Mais ouais, carrément. Kim. Merci à vous. Merci. De toute façon, c'est un plaisir pour nous de t'avoir là. Oh, c'était génial. Merci à toute l'équipe derrière. Merci beaucoup à tous. Alors, ce que je fais, c'est de la peinture. Le nom, c'était un surnom de base qui s'est raccourci et qui est devenu Dax au fil du temps. De base, je faisais de la vidéo. Et c'est ça qui m'a mis sur la route de la peinture en quelque sorte. Je me suis rendu compte qu'en fait, avec la vidéo, j'étais aussi le produit d'une autre personne en quelque sorte. Tu vois. Et c'est ça qui m'a poussé à me dire, ok, j'ai peut-être envie d'explorer quelque chose qui est plus une expression de moi vers le monde que moi qui traduit le propos des autres en quelque sorte. Le point de départ, ça a vraiment été de voir les photos de l'expo de Basquiat à la Fondation Louis Vuitton. Et c'était tellement un nouveau langage visuel qui déconstruisait ce que je pensais que l'art pouvait être, que ça m'a ouvert la porte de me dire en fait, peut-être que je pourrais en faire aussi. Tu vois. Ça reste un milieu très fermé et très codifié, mais je me suis rendu compte qu'en vrai, pourquoi pas? J'ai vu avec le travail de Basquiat quelque chose que je pouvais faire. Alors qu'avant, c'était pas dans le champ des possibles, tu vois. Et je me suis dit, ok, je peux le faire. La phase de création, c'est marrant parce que à chaque nouveau tableau, c'est toujours la fin du monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'incapacité à se dire que je suis capable de le refaire, Tant qu'il n'y a pas le tableau qui est commencé, c'est une énorme période de doute à chaque fois. Moi, je commence toujours par un concept, une idée. C'est jamais un sens esthétique, tu vois. C'est toujours conduit par quelque chose qui a du sens, tu vois. Du coup, ça commence par ça. Trouver quelque chose qui me parle. Ça peut être une sortie, ça peut être une conversation, ça peut être une sensation. Et une fois que ça s'est établi, faire un croquis. Et une fois que le croquis est établi, retranscrire ça sur la toile. Et c'est là où vraiment l'aventure commence en quelque sorte. Le luminisme, c'est la quête de la lumière, de sa lumière intérieure. Pour les Égyptiens, la lumière, c'était la vérité. Et donc, c'est la quête de sa vérité intérieure, tu vois, se trouver soi. On se découvre.
On découvre son sens, en quelque sorte. Ça, c'est le fondement du luminisme. J'avais besoin de connecter avec mon sens. Le but, c'est pas de créer que pour moi, tu vois. Je pense que pour que ça ait une force, il faut que ça résonne avec les autres aussi, tu vois. En gros, l'idée du luminisme, elle est simple. Tu as 3 valeurs naturelles. Tu as créé, espérer, évoluer. La création, elle est dans le présent, qui est la seule valeur à laquelle tu as accès. Et c'est celle qui permet d'activer tout ce moteur. Sauf que ce moteur, il est lui-même transporté sur une ligne, sur un courant auquel tu n'as pas accès. Donc ton moteur, il avance naturellement sur le courant du temps. Mais toi, tu l'actives ou non. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'avec le luminisme, quand tu commences à créer, le temps il passe, mais tu actives ton moteur. Et c'est ça en fait qui vient te donner ce sens. Parce que tu es en mouvement naturel, temporel, mais tu n'es pas en mouvement dans ton sens. Moi, mon taf, il doit résonner avec les autres. Il doit intégrer la société, il doit parler de notre monde. C'est tout ce qui m'intéresse, notre génération surtout. Ma version de l'art, c'est une représentation de la société à un temps donné. Beaucoup de gens font, mais quel est le sens derrière, tu vois? Et je pense qu'il faut qu'on reconnecte avec notre sens, parce que ça, c'est quelque chose de très profond, c'est notre spiritualité. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste quand tu crées du désordre, en fait. Tu crées du chaos de ce qui pourrait se passer. Parce que si tu restes inactif, rien ne change. Sauf ta temporalité qui, elle, s'écoule. Et donc le temps passe. Tout ce qu'on fait, tout ce qui nous rend malheureux, tout ce qui nous rend heureux, c'est des acceptations de la réalité. Et donc en créant, on crée une nouvelle réalité. On crée notre nouvelle réalité et donc on crée un nouvel idylle de ce que peut être le monde. Et donc on peut changer la manière dont on conceptualise l'existence. Et c'est ça qui est excitant aussi. C'est que tout est à portée de main en fait. Et il suffit juste de se mettre en mouvement. Turn around, darling. Let me see your face. All my life, my memories are all erased. Crazy how simple it can get sometimes. Slowing down in between the tides. Energy rushing, your presence is nothing but bliss. All of my life I've been waiting for something like this. Wish I could give you more than I can give. Never thought that I could have one more life to live. Crazy how simple it can get sometimes. When the sun's slowing down in between the tides. Energy rushing, your presence is nothing but bliss. All of my life I've been waiting for something like this. My heart is crushing, just feeling the touch of your kiss.
all